Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le nonce apostolique adjoint, Messieurs les ministres d'État, Monsieur le chef de cabinet du roi, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous qui êtes présents nombreux dans cette belle salle Henri Leboeuf du Palais des Beaux-Arts, qui avez fait face au frima pour nous rejoindre, ou vous qui avez fait choix de nous suivre en ligne. Permettez-moi en ce début d'année de vous présenter en mon nom et au nom du comité que je préside mes vœux les meilleurs et de vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année et une excellente santé. Pour la troisième conférence de cette saison, les grandes conférences catholiques ont l'honneur et le grand plaisir d'accueillir David Van Reybrouck. Permettez-moi de vous dire, cher David Van Reybrouck, combien nous sommes honorés que vous ayez choisi notre tribune pour y développer un thème qui, je crois, pour la première fois, vous exposerez en français. C'est le thème de l'avenir environnemental de notre planète, sur lequel porte désormais votre réflexion. Certes, comme le roi l'a souligné lors de son récent discours de Noël, les défis auxquels nous sommes confrontés ne connaissent pas de réponse simple, mais, ajoutait-il, nous trouverons des réponses grâce à notre créativité et notre persévérance. Il y a de bonnes raisons de croire en l'avenir. Malgré tout ce que vous allez nous annoncer, je reste personnellement confiant. David Van Reybrouck sera présenté par M. François Tulkens, maître de conférence à l'Université Saint-Louis de Bruxelles, avocat au barreau de Bruxelles et membre de notre comité. Avant de céder la parole à David Van Reybrouck et à son présentateur, permettez-moi de vous rappeler notre prochain rendez-vous. Nous nous retrouverons dans cette même salle, dans 15 jours exactement, le 6 février à 20h30, pour entendre Mme Federica Mogherini, ancienne haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ancienne vice-présidente de la Commission et actuelle rectrice du prestigieux Collège d'Europe. Je vous confirme également le changement intervenu dans la programmation de cette saison. Je vous en avais fait part déjà fin novembre, et je vous le confirme, en raison de l'annulation de la conférence du frère Priouli suite à l'accident de santé dont il a été victime, une nouvelle conférence a été programmée le lundi 13 mars à 20h30. Nous recevrons dans cette même salle Madame Delphine Horviller, femme rabbin et écrivaine. Tous les renseignements sur cette conférence se retrouvent sur notre site internet et les locations pour cette conférence, pour ceux qui ne sont pas abonnés, sont ouvertes. Je vous remercie donc, si ce n'est déjà fait, de bien vouloir noter cette date à vos agendas. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, quelle chance de pouvoir écouter David Van Reybrouck. Si vous aimez les idées, surtout les idées nouvelles, celles qui donnent à penser, à débattre, à agir, vous risquez de ne pas être déçus. Historien, anthropologue et philosophe de formation, diplômé de la KU Leuven, de Cambridge et de l'Université de Leiden, ce brugeois de 51 ans ne cesse de se renouveler. Il est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, dont la plupart ont été traduits en français, en anglais, et qui traitent à chaque fois, de manière originale, d'un sujet nouveau. David Van Reybrouck aime chercher, s'attarder, creuser, comprendre et surtout trouver pour voir autrement. Il empoigne ces sujets de manière rigoureuse, sans a priori, avec l'espoir de la découverte, surtout fortuite, et cela se traduit le plus souvent dans des récits. Ces livres sont en effet un subtil mélange de propos savants, de trouvailles, de liens inattendus mais convaincants, sous la forme d'une enquête où l'auteur se raconte, menant ainsi les lecteurs par la main vers quelque chose d'insoupçonné et surtout de plus fondamental qui touche le plus souvent à la vie en société. Lisez par exemple Le Fléau de Plach. Vous saurez, si c'est à tort ou à raison, que Maurice Maeterlinck, prix Nobel de littérature, a commis dans son ouvrage La vie des termites, paru dans les années 1920, un plagiat au détriment de Eugène Marais, un scientifique sud-africain qui venait d'écrire sur le même sujet. L'ouvrage m'a passionné,
pas seulement parce que l'aventurier Van Reybrouck y narre sa visite à Courtrai chez le meilleur ami de mon grand-père, le bâtonnier Achille de Grise, mais surtout parce qu'il nous apprend aussi sur l'Afrique du Sud au début du XXIe siècle. Et quand David Van Reybrouck s'attaque à un sujet plus vaste tel le Congo, ce sont plus de 600 pages, denses et magistrales, qui racontent aussi son Congo, son histoire du Congo, mais pas de manière purement subjective, car le tout est à nouveau documenté, vécu, analysé, critiqué. Et idem pour son récent Révolutie, une autre somme, cette fois consacrée à la naissance du monde moderne, que David Van Reybrouck situe en Indonésie, premier pays colonisé à proclamer son indépendance en 1945, ce que beaucoup de gens ignorent. Même méthode, faite de lectures, d'enquêtes de terrain, ici pendant près d'un an, afin de rencontrer, si possible, des témoins de l'époque de 1945. Et qu'importe que ces témoins soient des anonymes, au contraire même, les gens ordinaires ont tant à dire, écrivez-vous. Et qu'importe que ces témoins soient âgés, au contraire même, chez eux, le présent s'efface plus vite que la jeunesse, pour vous citer à nouveau. Et de ces entretiens, plus de 180, réalisés en 20 langues différentes, qui vous ont même permis de tenir désormais une conversation en indonésien, de ces entretiens débouchent des récits jamais entendus, des anecdotes qui en disent parfois bien plus que ce que les historiens, à un niveau méta, n'ont ni vu ni même perçu. Et en effet, pour David Van Reybrouck, c'est en partant de la base que l'on peut rendre compte et compter le monde, prendre du recul pour mieux saisir ses injustices, ses échecs, ses évolutions, ses progrès. Alors ne le cachons pas, lire du Van Reybrouck est exigeant. Pour les grandes sommes dont je viens de parler, les chapitres sont longs, denses, cohérents, voulant traiter en profondeur mais sans se perdre une idée, un tournant, une période, un sujet dans le sujet. Mais on peut aussi lire ces petites pièces de théâtre, ces petits textes. Je songe aux très instructifs Zinc ou encore aux odes consacrées aux choses du quotidien. Le quotidien, donc, on y revient. Les gens du quotidien. Ce sont eux qui ont suscité, chez David Van Reybrouck, ces textes et ces engagements politiques, notamment la création et l'encadrement du G1000 en 2011, une sorte d'expérience de démocratie participative de citoyens tirés au sort. Son livre, au titre trompeur et provocateur, Contre les élections, qui a convaincu le monde politique de mettre en place des assemblées citoyennes, représentant mieux la société, laquelle est faite d'instruits, mais aussi surtout de non-instruits. Et au final, je pense que ce sont les petites gens, souvent méprisés, qui vous attirent le plus, M. Van Reybrouck. Ceux qui s'y intéressent sont parfois traités de populistes. Et vous dites qu'il faut distinguer le leader populiste de l'électeur populiste. Le premier, le leader, se sert des seconds pour ses intérêts, tandis que l'électeur, le second, mérite autant de considération que ceux qui ont déjà assez de pouvoir, dites-vous. Et ce parcours explique récemment votre engagement dans la Klimaatzaak, ce litige inédit en Belgique, dirigé contre l'État et les 3 régions compétentes en matière d'environnement, pour faire bouger les lignes politiques et juridiques, forcer le respect des engagements internationaux pris pour sauver la planète, ce qui permettra peut-être de se ménager un avenir sans retomber dans les erreurs du passé. Et ceci nous mène tout naturellement au thème de ce soir, que je ne me risquerai aucunement à aborder. J'en rappellerai simplement le beau titre, « La colonisation du futur ». Cher Monsieur Van Reybrouck, je vous cède donc la parole, le public ayant hâte de vous entendre. Mesdames et Messieurs, d'ici la fin de cette conférence, on estime que 6 à 7 espèces animales ou végétales auront disparu.
une salamandre tropicale, un scarabée au dos brillant, un modeste lichen, un oiseau, une fougère, un poisson ou d'autres sous bénéfice d'inventaire. Après des milliers, voire des millions d'années d'existence, ces formes de vie ne survivront pas à l'heure qui vient et disparaîtront irrévocablement de la surface de la Terre. À minuit, elles pourraient être jusqu'à 20 à partager le même sort. Demain soir, à la même heure, 150 espèces environ auront été rayées de la carte. Et d'ici 1 an, le nombre d'espèces disparues pourrait se fixer à 55 000. Que dis-je, se fixer? Il s'agit bien plutôt d'une course à l'abîme. Nous sommes en effet au beau milieu de la 6e grande vague d'extinction que notre planète ait connue. Et c'est la première, cependant, à trouver son origine dans l'activité humaine. La précédente vague a eu lieu il y a 65 millions d'années, lorsque les dinosauriens ont péri en masse suite à un impact de météorites. Jusqu'à 55 000 espèces disparaissant chaque année. 55 000. Ce chiffre n'est pas la vision apocalyptique de quelques écologistes fanatiques, mais une estimation émanant de la Convention internationale sur la diversité biologique, un traité multilatéral signé par 196 pays. Et selon les derniers calculs scientifiques de l'IPBES, le groupe d'experts des Nations Unies sur la biodiversité, sur les 8 millions d'espèces actuellement en vie, 1 million sont menacées d'extinction d'ici 1 à plusieurs générations. Encore ne s'agit-il que d'une estimation prudente. À Mauna Loa, une station de recherche scientifique située à 3400 mètres d'altitude à Hawaï, on a mesuré ce week-end une concentration de CO2 de 420 particules par million, ppm. Ce chiffre ne dira rien à la plupart des gens, mais il constitue sans doute l'information la plus importante de l'année. Représentez-vous un instant notre atmosphère comme une piscine contenant 1 million de billes bleues foncées et bleues claires. Ce sont les molécules d'oxygène et d'azote. Et dans cette piscine à billes bleues, vous pouvez également distinguer ici et là une bille rouge vif. Ces billes rouges ne sont pas très nombreuses, quelques centaines seulement, mais elles sont terriblement chaudes, elles restent de surcroît très longtemps et réchauffent ainsi toute la piscine. Ce sont les molécules de CO2. Eh bien, 420 billes rouges au milieu d'1 million de billes bleues, c'est une quantité alarmante. Le Mauna Loa est un volcan inhospitalier. C'est en fait un paysage lunaire dont les pentes pierreuses surplombent l'océan Pacifique. C'est aussi l'endroit où l'on effectue, depuis mars 1958, des mesures quotidiennes de la composition de l'atmosphère, soit la plus longue série ininterrompue d'observations de toute la planète. Il y a 63 ans, lors des premières mesures, le niveau de CO2 n'était que de 315 ppm. Aujourd'hui, 420. Une évolution incroyablement rapide. Passer de 315 à 400 billes rouges en l'espace d'une vie d'adulte, c'est un bouleversement gigantesque si l'on considère que pendant les 800 000 dernières années, avec l'alternance de périodes glaciaires rigoureuses et de réchauffement,
nous n'avons oscillé qu'entre 170 et 300 ppm. Le grand rapport du GIEC publié en août 2021, basé sur plus de 14 000 publications scientifiques, ne laisse aucune place au doute. La Terre se réchauffe rapidement et cela est dû à l'activité humaine. Les glaciers et les calottes polaires sont plus petits qu'ils ne l'ont jamais été au cours des derniers millénaires. Le niveau de la mer ne s'est jamais élevé aussi vite en 3000 ans et la concentration de CO2 est la plus forte depuis 2 millions d'années. À politique inchangée, d'ici la fin du siècle, la planète se sera réchauffée de 4 à 5 degrés, alors que nous devons rester, vous le savez, en dessous d'1,5 degré pour éviter un réchauffement dangereux. Si nous dépassons ce pic, nous risquons d'atteindre des points de bascule qui déclencheront des processus irréversibles et cumulatifs. Le dégel du permafrost en Sibérie pourrait libérer d'énormes quantités de méthane, un puissant gaz à effet de serre, provoquant une accélération soudaine du réchauffement climatique. Un autre point de bascule pourrait être provoqué par la fonte continue des glaces du pôle Nord. Alors la surface blanche de la banquise, qui réfléchit la lumière du soleil, se transformera en une mer sombre, absorbant la lumière et reflétant de moins en moins la chaleur. L'Arctique est d'ores et déjà l'endroit qui se réchauffe le plus rapidement sur Terre. Et en conséquence, le Gulf Stream, qui régule notre système météorologique, pourrait perdre de sa vigueur ou même cesser de circuler. Ce qui pourrait à son tour entraîner une fonte beaucoup plus rapide que prévu de la glace terrestre au Groenland, dans l'Himalaya, au pôle Sud, avec pour conséquence une forte élévation du niveau de la mer, susceptible de monter d'1,2 mètre d'ici 2100, selon les dernières analyses du KNMI, l'Institut météorologique des Pays-Bas. Mesdames et messieurs, nous ne sommes plus à la veille d'une crise climatique mondiale qui affectera bientôt une grande partie de la vie sur Terre. Non, nous sommes déjà entrés dans le tunnel du changement. La crise a commencé, même chez nous. Les 40 morts suite aux inondations de juillet 2021 sont les premières victimes climatiques en Belgique. Il s'agit du désastre naturel le plus mortel dans l'histoire de notre pays, une catastrophe dont on ne parle pas assez, alors qu'il a fait plus de morts que les attentats terroristes de 2016. Et ce n'est qu'un début. Cet été, dans un village du sud de la France, j'ai vu un gros chat dans un jardin après minuit. Un gros chat. En y regardant de plus près, il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas d'un gros chat, mais d'un petit jeune renard. Le pauvre animal était maigre, osseux et émacié. Des semaines et des semaines de sécheresse avaient transformé son territoire en un désert mort de branches sèches et de nuits affamées. La Provence ressemblait à l'Arizona. Et le jeune renard devait être si désespéré de trouver de la nourriture qu'il en oubliait sa peur la plus primitive. Et donc, j'ai ouvert la porte. Il ne s'est pas enfui. J'ai jeté des restes. Il ne s'est pas enfui. Je me suis approché. Je me suis accroupi sur l'herbe. Il ne s'est pas enfui. Au contraire, il avala rapidement la nourriture et finit même par venir manger dans ma main.
me léchant les doigts pour voir s'il y en avait plus. En tant que randonneur, j'ai vu des dizaines de renards dans la nature, bien sûr. Mais jamais l'un d'entre eux ne m'a léché la main. C'était à la fois émouvant et profondément troublant. Le paysage était vide, le frigo était plein et les affamés se dirigeaient vers les coupables. L'été dernier, j'ai vu des forêts réduites en cendres. J'ai senti des kilomètres et des kilomètres de charbon de bois. J'ai vu des grenouilles et des crapauds sur des chemins de randonnée poussiéreux, morts, la gueule grande ouverte. J'ai entendu des histoires de sangliers entrant dans les villages, mendiant de la nourriture. J'ai vu des lits de rivières vides avec des cailloux secs et blancs. Et sur mes doigts, je sens encore la langue de ce jeune petit renard. Les affamés venaient vers les coupables et les coupables n'avaient rien à dire. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être. Mesdames et messieurs, cette introduction vous aura peut-être surpris. Probablement, vous attendiez, vous, à m'entendre parler du Congo ou de l'Indonésie, ces deux pays que j'ai étudiés de près et sur place pendant des années qui m'ont tant appris. Peut-être aviez-vous assez espéré m'entendre parler du colonialisme et du degré de culpabilité et de responsabilité qui façonne notre héritage actuel. Eh bien oui, c'est en effet mon intention. Abordons donc aujourd'hui le colonialisme. Parlons de culpabilité et de responsabilité. Parlons du rôle de l'Occident, mais pas seulement en regardant dans le rétroviseur. En effet, même le jour où nous aurons pleinement assumé le colonialisme du passé, nous n'aurons encore rien entrepris contre la manière dramatique dont nous colonisons à présent l'avenir. L'humanité aborde le prochain siècle sans pitié aucune, avec la même avidité, la même myopie qui lui ont permis par le passé de s'approprier des continents entiers. Le colonialisme s'inscrit désormais dans le temps et non plus dans l'espace. Le pire n'est peut-être pas derrière nous, mais devant nous. Nous nous comportons en effet comme les colonisateurs des générations futures. Nous les privons de leur liberté, de leur santé, peut-être même de leur vie, tout comme les colonisateurs l'ont fait dans le passé. Nous imposons les conséquences de nos actes aux humains qui viendront après nous, et ce avec une brutalité et une indifférence qui donnent le vertige. Nous faisons comme s'ils n'étaient pas là, comme si leur pays était le nôtre, comme si leur monde était vide, comme si nous pouvions puiser à notre guise dans les ressources disponibles, eau potable, sol fertile, air sain, sans penser qu'ils pourront en avoir besoin eux aussi. Nous spolions nos petits-enfants, nous dévalisons nos enfants, nous empoisonnons notre propre progéniture. Et à présent, ce processus se déroule si vite que nous commençons à en ressentir nous-mêmes les effets dans notre propre chair. Désormais, nous prenons nous aussi des coups. Par un retournement cynique, les feux de forêt, les inondations et la sécheresse sont devenus notre planche de salut. C'est maintenant seulement que nous nous réveillons. C'est maintenant seulement que nous agissons. C'est maintenant seulement que nous nous rendons compte que cela ne peut plus durer. La ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peters, l'exprimait en ces termes, quand elle disait « La bombe hydraulique qui s'est abattue sur la Wallonie à l'été de 2021 nous a réveillés en sursaut. » Fin de citation.
Et en disant « nous », nous faisons comme s'il s'agissait de l'humanité entière, parce que cette formulation semble sympathique et inclusive. Nous, l'humanité, nous sommes conjointement responsables du réchauffement de la Terre et nous voilà désormais tous dans le même bateau. Mais cette formule cache une vérité beaucoup plus profonde que nous ne voulons pas voir, car nous ne sommes pas tous dans le même bateau. L'été passé, j'ai eu la chance de faire un podcast à Amsterdam avec Greta Thunberg. Il faisait 40 degrés. C'était le jour le plus chaud de l'année. Et Greta disait « Oui, nous sommes tous dans la même tempête, mais nous ne sommes certainement pas tous dans le même bateau. » Fin de citation. Car effectivement, nous ne sommes pas tous également responsables. Le réchauffement climatique a été et est toujours principalement causé par les pays les plus riches de la planète, les pays les plus riches des régions tempérées. Et il affecte principalement les pays les plus pauvres des tropiques. Le basculement de l'état de sujet à l'état d'objet a lieu quelque part aux environs du tropique du Cancer. Si vous franchissez cette ligne, vous entrez dans le vif de l'accusatif. C'est alors que le sujet se métamorphose soudain en objet. À partir de là, on subit le comportement de l'autre. Il en va comme du tabagisme passif. Vous n'avez rien demandé à personne, mais vous en supportez toutes les conséquences. Selon Jason Hickel, un anthropologue économique du Swaziland, les pays du Nord, l'Amérique du Nord, l'Europe, la Russie, le Japon et l'Australie ne représentent que 19% de la population mondiale, mais ils sont responsables de 92% des émissions excessives. Alors que l'Amérique latine, l'Afrique et le Moyen-Orient, en revanche, n'ont contribué ensemble qu'à hauteur de 8%. Nous voulons parler enfin sérieusement du colonialisme. Au-delà du colonialisme, eh bien voilà. Disons que les pays du Sud sont les fumeurs passifs de l'hémisphère nord. Non, c'est même pire en réalité, car ils souffrent plus que les fumeurs eux-mêmes. Les pays qui émettent le moins de gaz à effet de serre sont en effet les plus exposés aux effets délétères de ceux-ci. Non contents de coloniser l'avenir, nous nous entêtons à nouveau à coloniser le Sud. Un jeune berger de 15 ans au Tchad a une empreinte carbone de 3 fois rien, mais il va voir son pays continuer à se désertifier en raison du mode de vie des garçons et des filles de son âge à Washington, Tokyo ou Bruxelles. Et si une fois que ces chèvres seront mortes de faim et de soif, ce même jeune berger veut se déplacer vers des régions plus tempérées, où la chaleur est encore à peu près tolérable la plupart des mois de l'année. C'est un long calvaire de migration, de discrimination et de désintégration qui l'attend, parce que quoi qu'il fasse, c'est l'enfer qui le guette. Décoloniser les esprits. Oui, certainement, il faut s'y atteler. Mais il est bien plus important encore de décoloniser la chaleur. Aujourd'hui, les pays occidentaux consacrent une quantité extraordinaire de temps et d'énergie à remettre en question les noms de rues, les statuts publics et la tradition des fêtes enfantines. Le traitement approprié du passé colonial fait régulièrement la une de nos quotidiens, aussi dans notre pays. Mais le débat concernant un colonialisme beaucoup plus vaste et beaucoup plus actuel vient à peine de commencer. Et pourtant,
Pourtant, je pense aux cyclones qui ont frappé le Mozambique en 2019, un pays qui n'émet lui-même pratiquement pas de gaz à effet de serre et qui ont affecté plus de 3 millions de personnes, faisant souvent d'elles des sans-abri. Et pourtant, je pense aussi à la famine qui a sévi à Madagascar en 2021, la première au monde dont il a été prouvé qu'elle a été due à un réchauffement du climat. Je pense bien sûr aussi aux bidonvilles de Jakarta qui sont envahis par les eaux. Car le changement climatique est trop souvent présenté comme une menace pour la nature dans le Grand Nord, avec les images récurrentes de glaciers qui s'effritent ou d'ours polaires isolés sur des minuscules banquises vacillantes, on les connaît, mais il concerne également les populations des tropiques. Il concerne les vieux pêcheurs de Kiribati, des Samoa et du Vanuatu qui voient leurs îles, leurs terres disparaître sous l'eau. Il concerne également les jeunes mamans du Bangladesh dont le village côtier a été emporté par l'eau. Rien qu'au Bangladesh, on estime qu'au cours des 30 prochaines années, 18 millions de personnes devront fuir leur habitat en raison de l'élévation du niveau de la mer, soit plus que la population totale des Pays-Bas et presque 2 fois celle de la Belgique. Il concerne, ce réchauffement climatique, avant tout les agriculteurs du Pakistan qui ont vu cet été comment un tiers de leur magnifique pays a été détruit par une moussonne monstrueuse, affectant la vie de 33 millions d'entre eux, alors qu'ils n'y étaient pour rien. Si nous voulons vraiment instaurer un monde post-colonial, nous devons aller au-delà de la lutte contre les symboles locaux du passé. Il nous faut combattre les structures mondiales du présent. Si nous voulons vraiment décoloniser les esprits, nous devons aussi parler des corps, par exemple, ceux des garçons de 12 ans qui meurent de chaleur aux côtés d'une vache décharnée et de leurs contemporains vivant plus au nord, qui règlent la climatisation à 16 degrés pour regarder sur TikTok des influenceurs leur vanter les fringues branchées cousues par des enfants dans les ateliers clandestins du Sud. Si nous voulons vraiment nommer ce néocolonialisme climatique, alors parlons de ces touristes spacieux qui payent des millions pour un petit vol de 11 minutes vers l'apesanteur, 11 minutes pendant lequel ils émettent plus de CO2 qu'un Africain pendant toute sa vie. Si nous voulons vraiment progresser, nous devons réinventer la solidarité mondiale. Certains ont beaucoup souffert dans le passé et leurs enfants et petits-enfants ressentent encore ces douleurs. D'autres, par contre, n'ont pas réalisé ni reconnu ces douleurs pendant trop longtemps. Nous ne pouvons, dans le présent, travailler à l'avenir que si le passé n'est plus une blessure ouverte. Et cela suppose un dialogue, aussi difficile soit-il. Cela suppose une bonne dose d'humilité, de générosité et de tolérance. Et cela demande aussi la volonté et le courage d'avancer ensemble. Il nous faudra beaucoup de sagesse. Nous devons œuvrer dans le monde extérieur à cette responsabilité universelle dont nous parle le Dalai Lama, car c'est la seule façon pour nous de relever le défi planétaire. Nous colonisons l'avenir et les régions temporées de l'hémisphère nord ont une responsabilité écrasante dans ce domaine. La pollution la plus ancienne vient des pays occidentaux et pendant longtemps c'était la plus importante. La Chine, aujourd'hui, est entrée dans la danse plus tard, mais c'est elle aujourd'hui le principal pollueur.
Dans les discussions postcoloniales actuelles, on entend régulièrement des appels aux réparations. La demande est compréhensible. Si l'Occident s'est enrichi aux dépenses des colonies, les flux des richesses ne devraient-ils pas s'inverser enfin et revenir à celles-ci? Toutefois, la méthode à suivre est loin d'être claire. Jusqu'où doit-on remonter dans le temps? Comment calculer les profits et les pertes? Comment déterminer si la pauvreté actuelle d'un pays dans le Sud est encore entièrement due à l'époque coloniale ou également imputable à une corruption postcoloniale? Et cela a-t-il un sens de verser des réparations à des pays qui ont aujourd'hui des dirigeants corrompus qui détournent l'argent pour mieux l'empocher? Ce sont bien sûr des questions difficiles. Et alors, elles ne sont que d'ordre pratique. Il y a aussi des questions d'ordre moral. En faveur de qui agissons-nous? Pour nous-mêmes ou pour autrui? Et pensons-nous pouvoir résoudre le problème une fois de plus avec de l'argent? Avons-nous pensé aux effets pervers que cette approche pourrait entraîner? En Europe, l'expérience de réparation à grande échelle ne nous a pas laissé de bons souvenirs. La dernière fois qu'elles ont été imposées à un pays, l'Allemagne, au sortir de la Première Guerre mondiale, cela nous a conduit à la Seconde. Les réparations exigées par le traité de Versailles dans les années 1920 et 30 ont été vécues par des pans toujours plus importants de la société allemande, non seulement comme un fardeau toujours plus pesant, mais aussi comme une humiliation toujours plus cuisante. Le reste appartient à l'histoire. Aujourd'hui encore, il se pourrait que ce qui vise à la guérison ne récolte que ressentiment. Le versement de dédommagement pourrait perpétuer le cercle vicieux des représailles et de la revanche. Peut-être avons-nous davantage d'enseignements à tirer de l'Allemagne d'après la Seconde Guerre mondiale. Plutôt que de procéder à des réparations monétaires à grande échelle, l'Allemagne s'est livrée pendant des décennies à une enquête approfondie sur son histoire nationale. Elle a procédé à un travail de mémoire, littéralement un traitement du passé, Vergangenheitsbewältigung, minutieux mais serein, un travail qu'elle a associé à une position aussi humble que généreuse en politique internationale. Une prestation impressionnante. Je pense que les anciennes puissances coloniales devraient adopter la même attitude. Humilité, sans repli sur soi-même, avec une conscience historique enfin plus profonde, alliée à une plus grande responsabilité vis-à-vis de l'avenir. Et certes, oui, cela peut avoir un coût. Mais plutôt que de punir les jeunes générations pour les exactions du passé, je pense qu'il serait beaucoup plus constructif pour les pays occidentaux de contribuer généreusement aux fonds internationaux qui doivent empêcher ou atténuer le réchauffement climatique sous les tropiques. Depuis des années, les Nations Unies s'efforcent de créer un fonds d'urgence important afin d'aider les pays pauvres à affronter la crise climatique. À la conférence de Paris, en 2015, il a été convenu que ce fonds de secours devrait être doté de 100 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, on s'est aperçu que les pays riches n'ont pas tenu parole. C'était d'ailleurs le grand débat pendant le COP27, il y a quelques semaines à Sharm el-Sheikh. Les anciens pays coloniaux doivent être les premiers à garnir l'escarcelle par des versements substantiels. Ils se le doivent à eux-mêmes et ils le doivent au monde entier. Anciennes puissances industrielles, la France, les Pays-Bas, la Belgique polluent depuis le XIXe siècle. C'est pourquoi nous devons réduire la pollution plus rapidement que les autres. Nos pays ont tous eu des colonies et leur doivent une partie de leur prospérité.
C'est pourquoi il nous faut maintenant contribuer généreusement aux fonds internationaux pour le climat qui sont destinés au Sud. Car cela me paraît beaucoup plus sage que de faire payer aux générations actuelles et futures les amendes réclamées aux locataires précédents. Si la dette coloniale n'est pas héréditaire, le bénéfice colonial, lui, l'est à coup sûr. Nous devons en prendre conscience. Cela nous rappelle à notre responsabilité. Nous, les générations ultérieures, nous n'avons pas choisi ce passé, mais nous pouvons choisir un autre avenir. Nous pouvons montrer que nous avons appris des erreurs du passé. Nous pouvons réparer le monde cassé en deux que nous a légué le passé en travaillant ensemble à la construction d'un monde plus juste, plus honnête et plus uni. Mesdames et messieurs, jusqu'à présent, je me suis cantonné à ce que les États pourraient entreprendre pour empêcher la colonisation de l'avenir. Mais nous savons tous que les États ont leurs limites, qu'ils ont parfois des difficultés à former des gouvernements, par exemple. Nous sommes, vous et moi, payés pour le savoir. Et qu'ils ont parfois du mal à prendre des décisions, nous le voyons tous les jours. Et qu'une fois ces décisions prises, ils ont parfois du mal à en discuter avec d'autres États. Car dans les forums internationaux, le Conseil européen, l'Assemblée générale des Nations unies, les COP, les États pensent en quelque sorte toujours comme des États. C'est-à-dire, ils se pensent plutôt comme étant des entités isolées, rarement en tant qu'acteurs mondiaux. En ce sens, ils se comportent un peu comme les partis politiques au niveau national. L'intérêt général est reconnu, certes, mais en définitive, l'intérêt propre du parti prévaut. La diplomatie multilatérale ressemble donc souvent à la politique partisane au niveau national. C'est un système sous-optimal qui récompense l'avidité à court terme et punit la modération à long terme. Lorsqu'elles participent à des sommets internationaux, les délégations nationales pensent toujours, une fois rentrées, comment allons-nous vendre tout ça à nos compatriotes? Dans les discussions nationales, les partis pensent souvent comment allons-nous vendre tout ça à nos électeurs? À l'horizon de leurs préoccupations, il y a toujours la peur que la base se rebiffe devant un éventuel compromis. C'est aussi pourquoi, après plus de 70 ans de sciences climatologiques, il y a toujours un tel fossé entre ce que savent les experts et ce que font les politiques. La tragédie de la politique a été décrite en termes forts par l'ancien ministre belge de l'Environnement, Bruno Tobak, quand il disait « Presque tous les politiciens savent ce qu'il faut faire pour s'attaquer aux problèmes climatiques, mais aucun politicien ne sait comment se faire réélire ensuite. » Décidément, quelqu'un devrait écrire un jour un essai contre les élections. Mais si la peur de la base est si tenace, vous pouvez réagir de deux façons différentes. Ou bien édulcorer les mesures nécessaires pour les rendre acceptables à la base, du moins c'est ce que vous espérez, car en réalité, vous n'avez aucune idée de ce que pense vraiment la base. Vous croyez savoir ce qu'elle pense, mais vous n'avez pas grand-chose à votre disposition, si ce n'est que votre intuition, les sondages d'opinion et, bien sûr, les messages sur Twitter. Ou alors, et c'est la deuxième possibilité, vous pouvez choisir d'impliquer la base elle-même dans la conception de la politique climatique. Alors, ou bien affaiblir les mesures prises, ou bien impliquer les situations. Telle est la question. Et le second terme de l'alternative me semble beaucoup plus prometteur. Une recherche pionnière menée par deux jeunes professeurs de sciences politiques
le Canadien Michael McKenzie et le Belge Didier Caluart a récemment montré qu'une politique climatique ambitieuse peut être réalisée beaucoup plus rapidement si l'on implique le citoyen. Celui-ci, au lieu d'être condamné au rôle de spectateur passif, devient tout d'un coup un acteur participatif. La meilleure façon de combler le profond fossé entre ce que la science sait et ce que la politique omet de faire, c'est de s'en remettre à la décision du citoyen. Dans ce qui suit, j'aborderai 4 stratégies qui permettraient aux citoyens de s'impliquer davantage dans la politique climatique. Tout d'abord, une assemblée citoyenne suivie d'un préférendum. D'octobre 2019 à juin 2020, le président Macron a posé la question suivante à un échantillon de la population française, un conseil citoyen diversifié de 150 membres tirés au sort. Et la question était la suivante. Comment la France peut-elle réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale? Gilets jaunes oblige. C'est ainsi qu'est née la Convention citoyenne pour le climat, qui est, à ce jour, l'exemple le plus spectaculaire d'un conseil climatique composé de citoyens tirés au sort. Pendant des mois, les participants ont discuté entre eux, ont invité des experts, se sont écoutés mutuellement et ont appris les uns des autres. Ils ont élaboré des propositions et, à la fin de l'aventure, ils ont remis leur rapport au président Macron. Ce rapport préconisait 149 mesures ambitieuses de lutte contre le changement climatique. Elles allaient de la baisse de la TVA sur les billets de train à l'amélioration de la durabilité de la flotte de pêche française, en passant par la limitation de l'utilisation de la climatisation et une meilleure protection des forêts françaises, la criminalisation de l'écocide, voire la modification du préambule de la Constitution française. Si quelqu'un doutait encore la capacité des citoyens à élaborer des politiques ambitieuses, voilà la preuve. Bien que le président Macron ait promis de soumettre les propositions sans filtre aux autorités compétentes, elles ont néanmoins été accueillies avec beaucoup de tiédeur. Seules 15 des 149 propositions ont été transformées sans filtre en décisions politiques. 55 ont été adaptées ou affaiblies, tandis que pas moins de 79 propositions, soit plus de la moitié, se voyaient rejetées. Un travail de fond significatif s'est donc soldé par une énorme déception. Les Français sont même descendus dans la rue, car la majorité de la société française, gauche et droite confondues, avait largement approuvé le rapport de la Convention citoyenne pour le climat. Comment est-ce qu'on aurait pu éviter ce résultat? Supposons que le président Macron n'ait pas transmis les recommandations de la Convention aux autorités compétentes, mais qu'il les ait soumises à la population nationale sous la forme d'un référendum préférentiel, c'est-à-dire un préférendum. Un préférendum est un référendum enrichi. Au lieu de répondre par oui ou par non à une question posée par l'autorité politique, les citoyens sont invités à évaluer les propositions faites par leurs propres concitoyens. Et cela change tout. Le nombre de 149 propositions politiques était évidemment très élevé, mais une sélection de 20 ou 30 aurait pu être générée automatiquement à chaque fois qu'un citoyen français se présentait pour voter. Chacune de ces propositions aurait même pu être accompagnée d'un paragraphe d'explication rédigé par le Conseil citoyen, et chaque citoyen français aurait alors pu cocher s'il était tout à fait d'accord, d'accord,
pas d'accord, pas du tout d'accord, sans opinion avec ces propositions. À la fin, il aurait même pu indiquer les 5 thématiques qu'il jugeait prioritaires. Le préférendum est un instrument intéressant et sûr qui permet d'agréger les préférences individuelles pour les transformer en priorités collectives. Et je crois que le gouvernement belge pourrait suivre l'exemple de la France en l'enrichissant au moyen du préférendum, afin de mesurer le pourcentage d'adhésion de la société aux mesures préconisées. Idéalement, le processus Assemblée citoyenne suivi d'un préférendum devrait même être répété chaque année, afin d'actualiser régulièrement l'ordre des priorités. Imaginons un futur où, à côté du budget financier, le gouvernement discute aussi le budget carbone. Et le gouvernement dirait alors, cette année, nous sommes autorisés à émettre tant de gigatonnes, comment allons-nous faire ? Assemblée citoyenne, mettez-vous au travail, citoyens, participez ensuite au préférendum. Une telle initiative présenterait l'avantage d'impliquer massivement la population nationale dans la politique climatique souhaitée. Et elle permettrait à la fois de réduire le fossé entre les citoyens et la politique. Et cela supprimerait dans la classe politique la peur de la base, car celle-ci se retrouverait en première ligne. On n'y est pas encore, c'est clair. Il y a quelqu'un qui est cherché, je pense. Prenez votre temps, ça arrive. À chacun son petit moment de repos ou de stress. L'Assemblée citoyenne, le préférendum, on n'y est pas encore, mais depuis quelques mois, il y a une première ville au monde qui a osé dire « Nous devrions inclure nos citoyens dans le développement de notre politique climatique. » Pas de temps en temps, mais structurellement. Une ville qui a eu le courage d'instaurer la toute première Assemblée citoyenne permanente pour le climat, avec des participants tirés au sort, qui représentent la diversité énorme de sa population. Il s'agit d'une ville plurilingue, multiculturelle et hyper complexe qui s'est dit « Si tout le monde est impacté par la mesure climatique, tout le monde devrait avoir la chance de participer à leur élaboration. » Et cette ville, messieurs, dames, est Bruxelles. Et je salue en passant son gouvernement pour son audace dans la matière. Première idée. Deuxièmement, l'Assemblée mondiale, the Global Assembly. Car même si chaque ville copiait la formule bruxelloise, même si chaque pays organisait une assemblée citoyenne annuelle suivie d'un référendum préférentiel, un préférendum, nos États, eux, garderaient toujours leur esprit individualiste au niveau international. C'est pourquoi une forme de consultation des citoyens me semble également nécessaire au niveau international. Parce que le bénéfice que nous retirons des organes de décision internationaux d'aujourd'hui reste invariablement un dialogue entre États-nations. La diplomatie multilatérale n'est littéralement rien de plus que internationale, interétatique. Nos organismes mondiaux sont des organismes internationaux, et rien d'autre que des structures de coopération interétatique avec un caractère plus ou moins coercitif. Heureusement, nous disposons aussi d'un instrument comme les Nations Unies, bien sûr, mais précisément, ce ne sont que des Nations Unies, rien de plus. Où trouver le forum des citoyens unis, où la population mondiale pourrait réellement s'exprimer en tant que telle, en tant que population mondiale? Où trouver le lieu où les habitants de cette terre pourraient façonner ensemble l'avenir de la planète?
ou même trouver l'espace de dialogue qui permettrait, par exemple, de répartir équitablement le budget de carbone disponible sans partie de bras de fer géopolitique, sans crainte de susciter l'ire de la base. La réponse est, hélas, nulle part. Cet endroit n'existe tout simplement pas. Nous vivons sur cette petite terre vulnérable, mais nous n'avons pas de forum pour en délibérer. Aujourd'hui, le monde ressemble à un pays qui ne se composerait que des conseils municipaux. Notre organe directeur est une assemblée de bourgmestres. Dès lors, faut-il s'étonner que les intérêts locaux soient si prépondérants? Mais heureusement, je me trompe. Depuis peu, nous disposons d'un tel forum. La chose est encore très modeste, mais son potentiel est énorme. Il y a 1 an, la toute première Assemblée mondiale, The Global Assembly, s'achevait. Une initiative citoyenne qui a reçu le soutien explicite du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et du président de la COP 26, Alok Sharma. Avec l'aide de la NASA, un échantillon aléatoire de 100 points géographiques a été déployé sur la carte du monde, 100 points, en tenant compte notamment de la densité des populations. En chacun de ces points, l'organisation du Global Assembly a recherché un partenaire local ayant pour mission de sélectionner 4 à 6 citoyens lambda par le biais d'entretiens de rue ou de recrutement effectués de porte à porte, afin d'atteindre un équilibre en termes d'âge, de sexe, de lieu de résidence, de niveau d'éducation et d'attitude à l'égard du changement climatique. Un groupe final de 100 participants a été constitué à partir de ce vivier de 675 candidats. Bien sûr, les organisateurs ont reconnu que ce nombre de 100 participants était bien trop faible pour être représentatif de quelques 8 milliards d'habitants de la planète. Mais avec un budget d'1 million de dollars, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Il est prévu de réunir la prochaine fois 1 millier de participants et de réitérer périodiquement cette initiative, ce Global Assembly. Et les recommandations provisoires ont été présentées lors de la COP 26 à Glasgow. Il n'est pas certain qu'elles aient eu un impact immédiat, mais supposons que les activités de cette Assemblée mondiale se déroulent chaque année et que l'organisation réalise son ambition de faire participer 10 millions de personnes par an d'ici 2030. Et supposons alors que cette Global Assembly annuelle ait lieu en septembre, au moment où l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies se réunit à New York, les deux ensemble. Voilà qui replacerait aussi la base sur le devant de la scène. Et le monde parlerait pour la première fois en tant que monde. Troisièmement, des droits d'émission individualisés. Avec les propositions 1 et 2, je me demandais comment faire participer les citoyens à l'élaboration des décisions touchant la politique climatique souhaitée. Ma proposition 3, par contre, cherche à les faire participer à l'action, proprement dite. On passe donc de la parole au geste. Car actuellement, cette action en faveur du climat est laissée à notre bon vouloir. Ceux qui le souhaitent peuvent manger moins de viande, oui, bien sûr, prendre moins souvent l'avion ou passer moins de temps sous la douche, mais cela ne suffit pas. Au mieux, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Au pire, cela fait de la politique climatique le choix d'un style de vie, ce dont d'aucuns peuvent se targuer et d'autres s'agacer, tout en continuant à découper avec entrain leur côte à l'os. Non, il faut viser plus haut. Imaginez qu'à partir de l'année prochaine,
tous les lundis matins, vous receviez du gouvernement une centaine de crédits carbone sur votre téléphone portable ou sur votre carte bancaire, indépendamment de votre âge, de votre style de vie ou de tout autre critère. À partir de 18 ans, chacun recevrait son quota de crédit. Ce serait une sorte de revenu de base universel, libellé non pas en euros, mais en carbo, si vous voulez, ce qui le rendrait abordable pour le gouvernement. On n'aura pas à puiser très souvent dans ces unités hebdomadaires. On ne le ferait qu'au moment de payer sa facture de gaz ou d'électricité ou de faire le plein, en d'autres termes, pour tout achat de combustibles fossiles. En clair, outre le montant en euros, on paierait également un montant en carbo. Pour un plein de 50 litres d'essence, disons que 50 unités seraient déduites de votre porte-monnaie carbone. Les unités non utilisées, soit que vous n'ayez pas de voiture, que vous soyez économe ou que vous ayez bloqué le chauffage sur 18 degrés, ces unités-là, vous pourriez les revendre à tout moment. Quelques tapotements sur votre téléphone et voilà, vous vous en seriez débarrassé et vous auriez gagné peut-être quelques dizaines d'euros. Votre gain pourrait même s'élever à quelques centaines d'euros par mois en fonction de votre comportement et du cours du carbo sur le marché au moment de la vente. Car les unités ainsi vendues se retrouveraient sur un marché virtuel en concurrence avec celles d'autres acheteurs. Ces unités seraient soumises à la loi de l'offre et de la demande. Et ici, cela devient vraiment intéressant, car le gouvernement alimenterait également ce marché virtuel avec un grand nombre d'unités. Car en effet, les entreprises et les organismes publics devraient acheter le crédit carbone sur ce marché. Eux, ils ne les recevraient pas gratuitement. Ils seraient donc fortement encouragés à utiliser le moins possible de combustibles fossiles et le produit de la vente publique des crédits carbone virtuels serait utilisé par le gouvernement pour isoler le plus rapidement possible les maisons des personnes les plus démunies ou financer d'autres aspects d'une transition énergétique équitable. Ce serait tout avantage. Mais le plus beau, c'est que le montant des crédits carbone émis chaque année serait déterminé à l'avance par un organisme gouvernemental indépendant chargé du climat, un peu à la manière de la Banque centrale européenne, qui décide de la quantité de monnaie à émettre en circulation. Supposons qu'il nous faille réaliser une réduction annuelle de 4% à partir de cette année 2023 pour atteindre l'objectif de 2050. Nous aurons ainsi déterminé le budget carbone et saurons exactement combien de crédits carbone peuvent encore être dépensés cette année. Bref, nous cesserons de vivre au-dessus de nos moyens. Avec ce modèle, on est assuré d'atteindre les objectifs visés. Ils sont à la base du processus d'où tout le reste découle. C'est pourquoi ce plan est bien meilleur que la proposition souvent reprise de fixer un prix au CO2. Car là, l'idée sous-jacente est que si les émissions deviennent plus chères, tout le monde les réduira. Mais soyons honnêtes, ce raisonnement a déjà été utilisé dans la lutte contre le tabac. On se disait, si nous augmentons le prix du paquet de cigarettes, les gens arrêteront automatiquement de fumer. Mais, dans la pratique, il s'est souvent avéré que les fumeurs continuaient à fumer et économisaient sur d'autres dépenses. L'augmentation des prix n'entraîne qu'un changement partiel du comportement. En outre, en se bornant à rendre le CO2 plus cher, on punit les plus démunis et on épargne les plus riches, alors que le système de crédit carbone aide en réalité les pauvres et inhibe les riches dans leurs excès. Le modèle que j'esquisse ici, tout brièvement,
a été développée de façon brillante par l'économiste, historien de la culture et penseur britannique David Fleming. Aussi un David, aussi un Fleming, mais c'est quand même un autre. David Fleming, il a appelé ses émissions individuelles TEQ, T-E-Q, Tradable Energy Quotas, des quotas d'énergie négociables. À première vue, son modèle semble compliqué, je l'admets. Mais en fait, il n'est pas plus difficile que le système de TVA qui a été introduit en Belgique en 1971, une année excellente d'ailleurs. Le Parlement britannique s'est intéressé à ce fameux TEQ et a même publié, en janvier 2011, un rapport de la Commission parlementaire transpartisane sur les cours élevés du pétrole, dont le président, John Hemming, a écrit, et je le cite, « Je pense que les TEQ sont la manière la plus équitable et la plus efficace de s'attaquer au problème de la crise pétrolière. En même temps, ils garantissent que nous réduirons notre utilisation de combustibles fossiles pour atteindre nos objectifs climatiques. » En 2011, à peu près à la même époque, David Fleming décidait subitement à Amsterdam, ce qui a sonné le glas de cet ingénieux projet. Pourtant, à l'été 2021, il n'y a pas si longtemps, la prestigieuse revue scientifique Nature a publié un article cautionné par un comité de lecture, donc de très grand niveau intellectuel, qui plaidait de nouveau en faveur de sa proposition. En août de la même année, la professeure Barbara Baarsma, professeure néerlandaise d'économie, et Leo Dijkstra, un cadre d'IBM, publiaient une tribune libre dans le quotidien néerlandais Trouw, où ils plaidaient également en faveur des droits d'émission individuels. Ils disaient « Impliquons positivement les citoyens dans la lutte contre le réchauffement climatique en leur faisant surveiller eux-mêmes leurs émissions. » En France, c'est l'ancien haut fonctionnaire Pierre Calam, aujourd'hui de la Fondation Mayer, qui a préconisé la même idée dans une tribune publiée il y a quelques semaines. Et je le cite, « Avec les alliés de plus en plus nombreux de comptes carbone, nous sommes arrivés à la conviction que seule l'allocation à tous d'un quota égal d'émissions annuelles de gaz à effet de serre répondait aux défis climatiques. » Messieurs, dames, voilà sans doute l'idée majeure que tout le monde attendait. C'était de loin la plus longue de mes 4 propositions, je m'en excuse, mais elle offre une chance unique, je pense, d'impliquer activement, par le geste et la parole, les citoyens dans la mise en œuvre de la politique climatique. Ma 4e et dernière proposition est de loin la plus radicale, et j'espère qu'elle s'avérera inutile. C'est même à contre-cœur que je la préconise. Mais en parlant du rôle actif du citoyen, nous ne pouvons éviter de l'évoquer. Elle porte le nom de désobéissance civile. Tout citoyen d'un pays est censé en connaître les lois et s'y conformer. Mais il y a un certain point où les lois ne sont tout simplement plus défendables parce qu'elles violent l'équité, la dignité ou la vie elle-même. Nous nous rapprochons dangereusement de ce point. Au cours des dernières décennies, nos gouvernements ont fait preuve d'une négligence invraisemblable quand il s'agissait de protéger la vie de leurs citoyens, de sauvegarder leur territoire et de leur assurer un avenir viable. Les gouvernements néerlandais, allemands, français et belges ont été condamnés en termes très clairs par leurs tribunaux nationaux respectifs pour l'insuffisance flagrante de leur action politique. Aux Pays-Bas, le juge est allé jusqu'à imposer des objectifs de réduction concrets et quantifiés. Et en France, le gouvernement s'est même vu signifier qu'il devait, je cite, « réparer le préjudice écologique » dû à son inaction. En Belgique,
le tribunal de première instance de Bruxelles a constaté que l'État fédéral et les 3 régions, et je cite le verdict verbatim, portent atteinte aux droits fondamentaux des parties demanderesses et plus précisément aux articles 2 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en s'abstenant de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les effets du changement climatique attentatoire à la vie et à la vie privée. Fin de la citation. Des mots durs. Nos gouvernements commettent des violations de droits de l'homme. C'est bien sûr un triomphe pour l'État de droit que de tels verdicts puissent être rendus. Mais lorsque nos gouvernements nationaux s'entêtent à ne pas faire ce qui s'impose, c'est toujours un désastre pour la société. Dans ce qui précède, j'ai suggéré 3 façons pour les citoyens d'aider de manière constructive leur gouvernement en ces temps difficiles, tant au niveau de la prise de décision que de sa mise en œuvre. Ma 4e voie est plus radicale. En 1846, lorsque Henry David Thoreau fut sommé de payer ses impôts à l'État de Massachusetts, tandis qu'il méditait dans sa cabane forestière de Walden Pond, il s'y refusait, déjà depuis 6 ans, en raison de l'esclavage qui sévissait toujours en Amérique et de la poursuite de la guerre contre le Mexique. Il ne voulait plus. Il a payé ce refus d'une nuit en prison, ce qui l'a amené à écrire « Civil Disobedience », sans doute l'un des pamphlets politiques les plus influents des 200 dernières années. Avec Gandhi, ce pamphlet de Thoreau a conduit à l'indépendance de l'Inde, la plus grande démocratie sur Terre. Avec Martin Luther King, ce pamphlet a inspiré le mouvement américain des droits civiques. Avec Rachel Carson, ce texte a influencé le mouvement environnemental international. Rosa Parks le savait déjà. Parfois, il faut s'asseoir dans le bus à un endroit où la loi vous interdit de le faire. Mais on le fait quand même. Dans sa cabane au fond de la forêt silencieuse, Thoreau écrivait « Il existe des lois injustes. Consentirons-nous à leur obéir? Tenterons-nous de les amender en leur obéissant jusqu'à ce que nous soyons arrivés à nos fins, ou les transgresserons-nous tout de suite? Si nos États continuent à investir dans le secteur fossile, s'ils continuent à protéger l'aviation et le transport maritime dans leur configuration actuelle, si une agro-industrie impitoyable qui ne mérite plus depuis belle lurette le nom d'agriculture continue à bénéficier de subventions colossales, si les fonds de pension des fonctionnaires continuent à être investis dans les énergies fossiles, si les voitures en leasing ou les voitures de société continuent à être promues comme une forme de rémunération bon marché, si des multinationales polluantes continuent à avoir le champ libre tant que les citoyens n'engagent pas eux-mêmes de poursuites, si le kérosène reste non taxé et l'écocide impuni, si nous continuons à confondre le bien-être avec le pouvoir d'achat et le bonheur avec la croissance, si en un mot, nos gouvernements continuent à coloniser largement l'avenir avec l'argent de nos impôts, à agresser le Sud, à détruire la nature et à exterminer les espèces, n'atteindrons-nous pas un point où nous devrons nous demander, pouvons-nous encore, en toute conscience, soutenir cette impéritie? Voulons-nous encore subventionner une destruction qui nous affecte nous-mêmes, le monde entier, et qui met en péril l'avenir? Ne devons-nous pas nous mettre enfin à calculer la part de nos impôts qui finance en réalité notre propre destruction? J'imagine que quelques citoyens et quelques experts pourraient
unir leurs efforts pour déterminer cette part en pourcentage et qu'à terme, ils construisent un site web sur lequel ils chiffreraient chaque année en pourcentage la part nocive des dépenses, des prêts et des investissements publics de notre gouvernement national. On pourrait imaginer qu'ils se déclarent objecteurs de conscience dans le domaine fiscal. Si, disons, 18% des fonds publics de notre pays allaient aux énergies fossiles, ils déduiraient 18% de leurs impôts. Ils continueraient à payer le reste car la protection sociale, l'état de droit, l'enseignement leur sont chers, bien évidemment, et dans leur propre vie. Ils s'efforceraient d'avoir la plus petite empreinte possible. Sur leur site web, des milliers, voire des dizaines de milliers de sympathisants pourraient s'associer à leur initiative et déclarer, sous couvert d'anonymat, leur contribution fiscale de l'année précédente. En soustrayant 18% de ce total, on aurait une idée de ce que cela représente. Un compteur journalier permettrait de savoir quelle somme d'argent le gouvernement risquerait de perdre de cette manière à politique inchangée. Au début, l'engagement des sympathisants resterait purement symbolique, mais avec le temps, les participants pourraient basculer vers la désobéissance fiscale, tout en suivant le verdict d'un tribunal belge. Les sommes non versées par les contribuables au gouvernement seraient alors déposées dans un fonds de garantie destiné à couvrir les éventuels frais de justice. Un tel mouvement pourrait déboucher sur une forme moderne de résistance collective. Pourtant, j'ose espérer que l'on n'en viendra pas là. J'ose espérer que dans les années à venir, nous verrons les preuves d'une gestion énergique et d'une politique courageuse, d'un leadership moral en temps de crise. J'ose espérer que nous aurons l'occasion de participer loyalement aux assemblées citoyennes, aux référendums, au système de droit d'émission individuel et toutes sortes d'autres propositions. J'ose espérer que notre volonté de coopérer sera perçue plus vite que notre résolution de désobéir. Mais il y a 8 siècles, un homme simple et impressionnant écrivait un cantique aux forces de la nature. Et cet homme rendait grâce, et je cite ses paroles, à notre mère la terre, qui nous porte et qui nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes. Fin de citation. Ces mots de saint François d'Assise résonnent aujourd'hui dans toute leur actualité, leur beauté et leur sagesse, à tel point qu'ils ont inspiré le pape actuel, le premier à porter son nom, à écrire sa merveilleuse encyclique Laudato Si. Et il écrivait « Je crois que François est l'exemple par excellence de la protection de ce qui est faible et d'une écologie intégrale, vécue avec joie et authenticité. C'est le saint patron de tous ceux qui étudient et travaillent autour de l'écologie, aimé aussi par beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes. » Fin de la citation papale. Avant de nous séparer, mesdames et messieurs, dans l'esprit de saint François, accordons-nous quelques secondes pour penser aux espèces menacées que nous avons perdues au cours de l'heure écoulée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci.
Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.